Mesdames et messieurs, bonjour. En tant que doyen de la faculté de médecine, c'est pour moi un plaisir de vous accueillir ici pour cette leçon inaugurale du professeur Adrian Guggisberg. Je vais donc dire quelques mots pour retracer les éléments marquants de sa carrière. Puis je passerai la parole au directeur général des HUG avant que nous écoutions la fameuse leçon inaugurale du professeur Guggisberg. Donc Adrian Guggisberg obtient un diplôme de médecin en 2001 et dans la foulée un doctorat de l'université de Berne. Après un postdoctorat à l'Université de Californie à San Francisco, il rejoint le service de neurorééducation des HUG où il dirige le laboratoire de neurorééducation cognitive. Ses recherches se concentrent sur la plasticité cérébrale et la neuromodulation, visant à comprendre comment le cerveau se réorganise après des lésions et à développer des techniques pour améliorer la récupération fonctionnelle des patients. Il est nommé professeur assistant, puis professeur associé en 2018 au département des neurosciences cliniques des HUG. En 2021, il prend la tête du service de neurorééducation de l'hôpital universitaire de Berne et il poursuit ses recherches sur la plasticité cérébrale et la neuromodulation. Ces techniques incluent l'utilisation de stimulation transcrânienne et d'autres interventions non invasives pour moduler l'activité cérébrale et favoriser la récupération après des accidents vasculaires cérébraux et d'autres pathologies neurologiques. Il revient à Genève en mai 2024, nommé médecin-chef du service de neuroéducation des HUG et professeur ordinaire au département des neurosciences cliniques de la faculté de médecine de l'Université de Genève, prenant la succession du professeur Armin Schneider, que je salue puisqu'il est dans la salle. Merci Armin. Je tiens aussi à noter que son équipe de recherche est actuellement basée au campus Biotech, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est un site qui ambitionne de devenir un centre d'expertise de renommée mondiale, rien moins que ça, dans le domaine de la neuromodulation. En effet, le campus Biotech exploite des plateformes technologiques de pointe, qu'il s'agisse d'imagerie avancée avec par exemple une IRM à très haut champ, l'IRM 7 Tesla, mais aussi le seul magnétoencéphalographe de Suisse. Dans le cadre du centre Synapsy, qui combine neurosciences et santé mentale, on y trouve aussi des outils de neuromodulation commerciaux, mais surtout différents développements technologiques pour la neuromodulation en collaboration avec le centre VIS et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. De plus, depuis quelques mois, les patients des HUG peuvent y être accueillis, qu'il s'agisse de patients de psychiatrie, de neurochirurgie ou de neurologie. Nous avons d'ailleurs inauguré vendredi dernier un pôle d'expertise dédié à la neuromodulation et à l'intelligence artificielle, une collaboration des HUG, du Centre VIS et du département de la santé et des mobilités de l'État de Genève. Cette collaboration complète ainsi le riche écosystème du campus Biotech, liant recherche fondamentale, translationnelle et clinique, soins aux patients, développement des neurotechnologies et valorisation par la création et l'hébergement de start-up, ainsi que des liens avec les partenaires industriels. Autant dire que la thématique que va présenter le professeur Adrian Guggisberg est particulièrement d'actualité, mais aussi tournée vers le futur, et que nous nous réjouissons de l'entendre pour sa leçon inaugurale, intitulée Neuromodulation des réseaux cérébraux, une nouvelle ère pour la rééducation. Mais avant cela, j'ai le plaisir de passer la parole à Robert Mardini, directeur général des HUG. Monsieur le doyen, madame la directrice médicale, chères mesdames, chers messieurs, chers professeurs, cher Adrian, c'est avec un grand plaisir et un réel honneur que je t'accueille aujourd'hui que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette leçon inaugurale pour souhaiter officiellement la bienvenue au professeur Adrian Guggisberg, nommé médecin-chef de service de neurorééducation des HUG et professeur ordinaire au département de la faculté de médecine de l'université des neurosciences cliniques de la faculté de médecine de l'université de Genève. Cher Adrien, ton arrivée, ou devrais-je dire ton retour au HUG, est plus qu'une nomination. C'est une promesse, celle de renforcer encore plus notre engagement envers les patients et les patientes atteints de troubles neurologiques et d'ouvrir ensemble de nouvelles perspectives pour la neurorééducation. Tu es de ceux dont le parcours force l'admiration par son exigence, mais aussi par son humanité. Diplômé en médecine de l'Université de Berne, tu as très vite choisi d'allier recherche et clinique avec ce souci constant de mieux comprendre le cerveau pour mieux accompagner les trajectoires de vie de celles et ceux que la maladie ou l'accident ont fragilisés.
De Berne à San Francisco, puis à Genève, tu as exploré, tu as expérimenté, tu as innové. Tu t'es intéressé à qui constitue l'essence même de la neurorééducation et la capacité du cerveau à se réorganiser après une lésion, à retrouver un chemin vers la fonction perdue et avec elle un chemin vers l'autonomie, vers l'espoir. En 2007, lorsque tu rejoins les HUG pour prendre la direction du laboratoire de neurorééducation cognitive, tu poses déjà les fondations d'une approche qui, aujourd'hui encore, guide tes travaux, comprendre pour mieux personnaliser, explorer pour mieux adapter les soins à chaque patient et à chaque patiente. Tes recherches sur la plasticité cérébrale et la neuromodulation sont reconnues bien au-delà de nos murs. Elles ont permis des avancées majeures, notamment sur l'utilisation de la simulation transcrânienne pour favoriser la récupération après un accident vasculaire cérébral. Ces travaux, soutenus par le Fonds national suisse, l'Union européenne, InnoSuisse, et récompensés par des prix prestigieux, parmi lesquels le prix Pfizer et le prix de la Société suisse de neurologie, ont contribué à faire progresser les connaissances et surtout à améliorer concrètement la prise en charge des patients. En 2021, lorsque tu prends la direction du service de neurorééducation de l'Inselspital à Berne, tu poursuis cette double ambition, celle d'un chercheur qui repousse les frontières du savoir et du possible, et celle d'un clinicien qui place toujours la personne au centre de son engagement. Ton retour au HUG en mai 2024 est donc bien plus qu'un retour aux sources. Pour nous, c'est vraiment une chance. Une chance pour notre institution qui se réjouit de pouvoir s'appuyer sur ton expertise. Une chance pour nos équipes qui sauront trouver en toi un leader exigeant et fédérateur. Et surtout une chance pour les patients et les patientes qui bénéficieront d'approches toujours plus innovantes et personnalisées dans cet esprit d'excellence et d'humanité qui est le nôtre. Nous savons que la neurorééducation est un domaine exigeant à la croisée des neurosciences, de la technologie et de la relation humaine. C'est un domaine où chaque progrès, aussi discret soit-il, peut transformer une vie, permettre à une main de se refermer, à une parole de renaître, à une autonomie de se reconstruire. Lors de ma récente visite de ton service vers la fin de l'année dernière, j'ai pu ressentir tout cela. J'ai été vraiment frappé, non seulement par l'excellence des soins et pratiques, mais surtout par l'humanité et la passion qui t'anime et que tu insuffles à tes équipes. Cette énergie, cette exigence, ce regard attentif sur chaque situation sont sans doute les meilleures preuves de l'engagement qui est le tien. Cher Adrien, ta vision et ton engagement sont essentiels pour poursuivre cette mission. Tu incarnes cette ambition que nous partageons, celle d'un hôpital qui soigne, qui innove et qui met toujours l'humain au cœur de son projet. Ta leçon inaugurale est à l'image de ton parcours, tourné vers l'avenir, ancré dans la recherche et porté par l'espoir de toujours mieux accompagner celles et ceux qui nous font confiance. Nous sommes fiers et nous sommes heureux de te compter à nouveau parmi nous. Tu peux compter sur notre soutien plein et entier pour écrire ensemble cette nouvelle page de la neurorééducation au HUG. Welcome back, dear Adrian. Merci, cher Robert, cher Antoine, pour ces mots très, très gentils qui me font vraiment chaud au cœur. Et merci à tous qui sont venus, si nombreux. Ça me fait vraiment très plaisir et je me sens aussi très heureux de pouvoir être parmi vous, de pouvoir travailler dans cette institution qui met justement l'humanité et puis la qualité des soins, l'enseignement, la recherche au centre des intérêts. Et c'est vraiment merveilleux. Donc, ça me fait aussi grand plaisir de pouvoir partager avec vous un petit moment d'activité, surtout scientifique, qu'on mène dans notre service et vous expliquer un petit peu ce qui nous anime. Donc, on est un service de rééducation. Du coup, bien sûr, on va proposer des thérapies aux patients qui sont chez nous. Donc, c'est des patients qui ont, par exemple, souffert ou qui ont été atteints d'un accident vasculaire cérébral et ils ont des problèmes motrices, des problèmes langagiers, entre autres. Et puis, pour
essayer de les permettre de récupérer au maximum les fonctions perdues, on va bien sûr proposer des thérapies comme la physiothérapie ou l'ergothérapie. Et puis, c'est bien démontré dans de nombreuses études. Vous voyez qu'en 2014, il y a un recensement qui a montré chez à peu près 10 000 patients que si on compare la physio et l'ergothérapie à aucune thérapie, les gens ils vont avoir une meilleure récupération dans l'activité du quotidien. Donc, si ces chiffres, si c'est différent de zéro, ça veut dire que la thérapie est meilleure, une meilleure fonction motrice, et aussi non seulement immédiatement après la thérapie, mais de manière persistante à long terme. Et pour la logopédie également, donc les logopédistes ont essayé d'entraîner la communication, le fait de parler, de pouvoir écrire, lire. Et là aussi, il y a une grande étude de 2017 qui a démontré que si on fait cette thérapie de manière intensive, les gens qui bénéficient de la thérapie, ils vont récupérer, comparé à un groupe de contrôle qui attend la thérapie. Et puis, les deux groupes qui ont finalement reçu une thérapie à la fin, ils ont pu maintenir les gains à long terme. Donc, ça montre bien que ce qu'on propose, ça marche, mais il y a des limites. Et pour visualiser ces limites à la récupération, c'est utile de considérer les différents facteurs qui peuvent influencer la récupération. Et le facteur principal qui influence la récupération, c'est l'atteinte initiale, la perte initiale de fonction. Ici, je vous montre ça dans l'exemple de la fonction motrice qu'on peut mesurer avec cette échelle qui s'appelle Vogel-Meyer Score. Donc, c'est une échelle qui mesure combien et comment un patient peut bouger le bras, par exemple. Et puis, s'il peut bouger bien le bras, il a un score haut. S'il peut mal bouger le bras, il a un score bas. Et vous voyez ici, ça indique le score initial, et ça indique la récupération pendant les premiers 3 mois après un accident vasculaire cérébral. Et vous voyez tout de suite qu'il y a deux groupes de patients. Il y a ce patient ici qui récupère, qui s'aligne en fait comme s'il y avait une ligne, une espèce d'effet linéaire. Et puis un deuxième groupe ici qui semble différent des autres. Donc on peut aussi visualiser ça de manière encore un peu plus intuitive ici. Et là, on montre simplement quelle est la perte initiale. Donc, c'est le score maximal moins le score initial. Le score maximal moins le score initial. Et on voit qu'il y a des patients qui ont une atteinte légère, moyenne ou sévère, qui vont récupérer une quantité à peu près linéaire, proportionnelle à l'atteinte initiale. Et cette proportion est à peu près 70%. Donc, ces gens-là, ils vont récupérer à peu près 70% de la perte de motricité initiale. Mais il y a un deuxième groupe, ceux-là ici, qui ont une atteinte initialement sévère. Donc, ça veut dire que le bras il est plégique, il ne bouge pas du tout. Et ces gens-là, ils vont récupérer très peu et ils vont garder un bras qui est non fonctionnel et pas utilisable dans le quotidien. On peut observer la même dichotomie dans la récupération si on regarde le langage. Donc là aussi, on vous a montré avec M. Marquis, qui a été interne dans notre service il y a quelques années, qu'il y a de nouveau ces deux groupes, les gens qui récupèrent à peu près 70% de la perte de fonction langagère initiale, et un deuxième groupe qui a une perte initiale très sévère, donc ils n'arrivent plus à parler, ils comprennent très mal, et puis ils récupèrent très peu. Et ça, c'est que ce soit la production ou la compréhension du langage, c'est toujours, il y a ces deux différentes patterns de récupération. Et vous voyez ici que c'est vraiment deux groupes différents, donc si on calcule la distance de cette prédiction et ce qui est vraiment observé, on voit qu'il y a deux groupes qui sont vraiment différents. Donc, si on résume ça de manière simplifiée, si on aimerait caractériser de manière simplifiée la récupération après un accident vasculaire cérébral, que ce soit sur le plan moteur ou langagier, on peut dire qu'il y a deux patterns de récupération, deux possibilités. Un groupe de patients, il va récupérer à peu près 70% de cette perte initiale, et un deuxième groupe qui récupère très peu, et que ce soit moteur ou langagier. Maintenant, ce qu'on aimerait du coup, il y a deux buts pour nous qu'on aimerait pour améliorer la récupération de nos patients. D'un côté, bien sûr, on aimerait faire de sorte que ces patients-là, qui ont une atteinte initiale sévère, qu'ils récupèrent mieux. D'accord ? Et de l'autre côté, ceux qui récupèrent 70%, on aimerait faire de sorte que la récupération soit un peu meilleure, peut-être un peu plus que 70% si possible. Et comment on peut faire? Pour pouvoir comprendre comment faire, il faut savoir comment ça marche dans le cerveau. D'accord? Il faut comprendre quels sont les processus qui permettent au cerveau de récupérer. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut que je mentionne le principe de la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale, ça décrit tout simplement les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier, d'apprendre quelque chose.
Et ça arrive bien sûr déjà chez les enfants. Donc là, vous voyez mon fils Noah qui est en train d'apprendre à marcher sur les 4 pattes. Ça, c'est mon fils Camilo, et les deux sont là aujourd'hui, qui est en train d'apprendre à parler mieux. Et puis ça, c'est moi en train d'apprendre une chanson. Donc ça veut dire que la plasticité, elle n'a pas lieu que chez les enfants, elle a aussi lieu chez l'adulte. Chez vous, peut-être aujourd'hui, si vous apprenez quelque chose, il y a des modifications qui se passent dans le cerveau. Et finalement, bien sûr, elle arrive aussi chez les patients. Et on aimerait surtout comprendre ce qui se passe chez les patients. C'est intéressant de comprendre chez les enfants, mais on n'aura pas le temps de parler des enfants aujourd'hui. Mais j'aimerais parler d'abord aussi un petit peu de ce qui se passe chez les personnes adultes non atteintes de maladies neurologiques. Et une fois qu'on comprend comment ça marche chez les sujets sains, on peut voir est-ce que ça s'applique aussi chez les patients. Donc, on va d'abord regarder un petit peu les processus de plasticité chez l'adulte sain. Et puis, pour ça, il y a des travaux classiques qui ont regardé quelle est l'activation des aires cérébrales quand on apprend quelque chose. Et là, vous voyez que c'est des gens qui ont appris une tâche visiomoteur. Ils ont dû contrôler leurs bras en lien avec des éléments vus dans l'espace. Et vous voyez qu'ils ont activé certaines régions cérébrales pariétales. Et puis ça, c'est des gens qui ont appris des mots. Et vous voyez qu'ils ont activé des régions langagières ici. Frontale, c'est l'aire de Broca, et là, en plus, derrière, c'est l'aire de Wernicke. Donc, sur la base de ça, on peut créer une carte des régions cérébrales. Et chaque région est responsable pour une certaine activité. Donc, pour apprendre à bouger, c'est surtout ces régions moteurs. Pour apprendre à parler, c'est surtout ces régions langagières qui sont activées. Et du coup, sur la base de ça, il y a un modèle classique de l'apprentissage qui dit que pour améliorer quelque chose, il faut répéter la tâche de manière intensive. Donc, si on aimerait améliorer les mouvements, il faut répéter la tâche de manière intensive. Et ça va activer la région cérébrale qui est associée, donc ici le cortex moteur. Et pour ça, on essaie de prescrire des thérapies qui vont activer de manière maximale les activités cérébrales. Donc, on aimerait entraîner surtout des tâches qui sont utiles pour le quotidien, parce que c'est seulement ce qu'on apprend ce qu'on améliore. Ça doit être intensif avec beaucoup de répétitions, et ça doit être suffisamment difficile pour que ce soit un défi, mais pas trop difficile non plus pour éviter les frustrations. Et ça fait parmi des principes qu'on utilise au quotidien de la rééducation. Pour aller au-delà, les gens ils ont essayé de développer des thérapies de neuromodulation qui ont déjà été mentionnées par Robert et Antoine. Et la neuromodulation, elle essaie d'influencer directement l'activité cérébrale avec des mesures techniques. Et j'aimerais vous présenter surtout 2 techniques qui sont les 2 non-invasives. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'opérer le patient, on peut directement l'appliquer à la surface du crâne et quand même moduler l'activité cérébrale. La première, c'est la stimulation transcrânienne magnétique, qui induit un champ magnétique qui change rapidement, et ça va induire un courant électrique dans le cerveau qui peut influencer l'activité cérébrale. Et de l'autre côté, il y a la stimulation transcrânienne par courant, et là, c'est comme une grande pile, si vous voulez, et qu'on branche à des électrodes, à des patchs qu'on place à la surface de la tête, et il y a un courant qui va passer et qui va moduler également l'activité cérébrale. Dans les applications classiques de ces neuromodulations, on a l'idée que si on fait ça, on peut changer l'activité et l'excitabilité d'une région cérébrale spécifique. Donc, on va appliquer cette stimulation et au fur et à mesure qu'on stimule, ça va activer une région cérébrale, par exemple. D'accord. Et si maintenant notre modèle classique de l'apprentissage est vrai, le fait d'activer une région cérébrale devrait améliorer le gain quand on apprend. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On a essayé de tester ça avec ma doctorante Camille Farsi, qui a utilisé une tâche d'apprentissage de mots. Et puis, elle a pris des mots qui existent, mais qui sont très rarement utilisés. Donc, par exemple, il y a des vieux instruments qu'on n'utilise plus, comme le sextant, où il y a des activités d'agriculture qu'on ne fait plus aujourd'hui, comme par exemple botteler. Et puis, les gens, ils ont dû apprendre ces mots. D'accord? Et on a essayé de voir, est-ce qu'on arrive à améliorer l'apprentissage de ces mots en activant une région du langage, en essayant d'augmenter l'excitabilité d'une région du langage. Et là, notamment, on essaie d'exciter cette région-là, qui est l'aire de Wernicke, que je vous ai montré tout à l'heure également. Et du coup, l'idée qu'on avait, c'est que les gens ils vont parler, d'accord? Et du coup, quand ils parlent, il y a une région cérébrale, celle-là ici, qui s'active. Et maintenant, avec la stimulation, on essaie d'activer davantage cette même région. Et avec ça, on a espéré que ça pourrait peut-être améliorer la récupération.
Et puis, on a mesuré, du coup, avec une technique qui s'appelle électroencéphalographie, si c'est vraiment le cas. Et vous voyez que ça, c'est l'activation cérébrale avant l'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui se passe avant, qui voit l'image. Ton cerveau, il y a l'image qui apparaît, et les gens, ils parlent, ils dénomment l'image, s'ils le savent. Et vous voyez que ça descend, donc ça veut dire que cette région cérébrale ici, elle s'active. Maintenant, après, les gens, ils ont appris, ils ont été stimulés, et le groupe rouge, ils ont vraiment été stimulés avec un vrai courant. Et vous voyez qu'en effet, ça a activé cette région cérébrale de sorte qu'elle est restée active, comme au premier jour. Et puis, il y a eu un groupe de contrôle chez lesquels on a fait exactement la même chose, mais il n'y a pas vraiment de courant qui a passé par les électrodes. Donc, on a fait semblant de stimuler, mais on n'a pas vraiment stimulé. Et ces personnes-là, l'activation était réduite après. Donc, il y a moins eu d'activation cérébrale. Donc, on a réussi ce qu'on voulait. On a réussi à activer une région cérébrale, mais malheureusement, ça n'a pas permis d'améliorer l'apprentissage. Vous voyez, il n'y a pas de corrélation entre l'activation cérébrale et le gain lors de l'apprentissage. Et finalement, les gens, ils n'ont pas mieux appris ni des verbes ni des noms quand ils ont été stimulés dans cette région cérébrale. Donc, on a un petit problème avec notre vieil modèle de l'apprentissage. Et pourquoi? La raison, à mon avis, c'est que le cerveau, ce n'est pas juste des régions isolées qui font une chose. Le cerveau est très fortement connecté. Donc, il y a beaucoup de fibres anatomiques qui relient les régions cérébrales entre eux. Et on peut les visualiser avec des techniques d'imagerie cérébrale. Et on va quantifier la connectivité structurelle. Donc, ça veut dire on va quantifier les faisceaux anatomiques qui relient les régions cérébrales entre elles. Et bien sûr, quand ils sont connectés sur le plan structurel, on pense aussi qu'ils vont collaborer entre elles. Donc, ce n'est pas seulement cette région-là qui s'active toute seule, mais elle va communiquer avec les autres régions cérébrales en même temps. Et pour quantifier cette collaboration, on va calculer quelque chose qui s'appelle connectivité fonctionnelle, cette fois. Et la connectivité fonctionnelle, elle va simplement calculer ou quantifier la synchronicité, si vous voulez, de deux régions cérébrales. Donc, quand on parle de synchronicité, ça peut être une synchronicité comme ça, où les amplitudes sont alignées. Et ça, ce qu'on voit surtout dans l'IRM fonctionnel. Avec les EEG, on va plutôt quantifier cette synchronicité ici, où on voit que c'est plutôt les phases qui sont alignées. Chaque fois, la région verte, elle s'active juste avant la région bleue. Et le délai entre le vert et le bleu est constant à travers le temps. Et donc ça, on peut maintenant appliquer à l'humain en utilisant la technique comme électroencéphalographie. On place ce bonnet à la surface de la tête et on va pouvoir reconstruire ce qui se passe dans le cerveau à l'aide de formules mathématiques qui nous permettent de calculer sur la base de tous les mesurements à la surface de la tête ce qui se passe vraiment à l'intérieur du cerveau. Et sur la base de ça, on peut calculer est-ce que cette région-là, elle est synchrone avec celle-là. Et si c'est le cas, on va dire qu'elle a une connectivité fonctionnelle élevée. Maintenant, on a appliqué ça à des sujets sains qui ont essayé d'apprendre une tâche motrice. Ça, c'est Anaïs Mota et Branislav Savic qui ont fait cette étude où des sujets sains, ils ont eu la tâche d'apprendre une séquence de touches. Donc, il y avait 4 touches devant eux et ils ont dû apprendre à faire une séquence de touches, toujours la même. Et c'est comme si vous apprenez le piano avec le temps, ça va de mieux en mieux, de plus en plus vite. Donc, vous voyez, la première fois, c'était encore un peu long. Et après l'entraînement, ils se sont améliorés au fur et à mesure du temps. Maintenant, on a regardé, mais finalement, qu'est-ce qui change dans le cerveau et qu'est-ce qui prédit que les gens vont bien apprendre? Et puis, on a vu qu'avant l'entraînement, il y avait la région motrice ici qui a beaucoup communiqué avec le reste du cerveau. Et si c'était le cas, les gens, ils ont mieux appris. Donc, c'était en fait l'interaction, la communication de l'aire motrice, et pas l'activation toute simple qui a prédit un meilleur apprentissage. Et aussi, pendant la tâche, c'était cette région hippocampique là qui a dû communiquer beaucoup avec le reste du cerveau et c'est ça qui a prédit un meilleur apprentissage. Donc, si je résume ça de manière schématique, ce n'est pas les activations isolées d'une seule région qui a prédit un meilleur apprentissage, mais c'est les interactions. Donc, les régions doivent interagir entre elles pour pouvoir permettre un meilleur apprentissage. Donc, est-ce qu'on arrive aussi à influencer les interactions cérébrales avec ces stimulations non invasives, avec ces techniques de neuromodulation? Dans cette même étude, Camille Farsi, elle a aussi essayé une autre approche encore. Et cette fois, elle s'est dit, je ne vais pas stimuler la même région qui s'active de toute façon, mais je vais stimuler une autre région, qui est celle-là, c'est l'aire de Broca, qui est aussi une région du langage. Donc, concrètement, les gens ils vont parler, ça active cette région que vous connaissez, et cette fois, elle va stimuler une autre région,
Et puis, on a pensé que peut-être ça augmente la communication entre la région qui s'active en lien avec la tâche et la région qu'on active avec la neuromodulation. Et puis, c'était vraiment le cas. Donc, on a vu que quand on stimule cette région ici, ça augmente la connectivité fonctionnelle, l'interaction entre ces deux régions. Plus si on stimule cette région ici qu'on stimule cette région là derrière, ou si on fait de placebo. Et cette augmentation des interactions, maintenant, elle est corrélée avec un meilleur apprentissage, ce qui fait que les gens, ils ont réussi à apprendre mieux les verbes. Pour les noms, ce n'était pas significatif, mais pour les verbes, en tout cas, on a pu améliorer l'apprentissage. Donc, pour redire la même chose, si on stimule seulement une région seule, isolée, et ça ne va pas permettre un meilleur apprentissage. Mais si on arrive à augmenter les interactions entre les régions cérébrales, là, on peut améliorer l'apprentissage. Donc, est-ce que ça s'applique aussi aux patients? Donc, on revient à ce slide, mais maintenant, je m'intéresse aux patients. Qu'est-ce qui se passe chez les patients? Et on revient à ces deux tableaux de récupération que je vous ai introduits tout au début. Donc, il y a les gens qui récupèrent de manière proportionnelle, à peu près les 70%, et ceux qui récupèrent très peu. Quelle est la différence entre ces deux régions? Et cette fois, on a visualisé ça avec de l'imagerie structurelle, donc c'est de l'IRM, imagerie par magnétique, résonance, et puis on a regardé quelle est la différence entre ces deux patients. Et la différence, elle était localisée dans ce faisceau-là, que c'est le faisceau pyramidal, donc le tractus corticospinal, qui relie les aires motrices avec la moelle et finalement avec le muscle. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui récupèrent peu, c'est parce que le faisceau qui relie le cortex moteur avec la moelle, il est sévèrement détruit à cause de l'AVC. Et même s'il y a des récupérations, des réarrangements qui se font au niveau du cerveau, ça ne sert à rien parce que le signal ne peut pas descendre jusqu'à la moelle et jusqu'au muscle. Et c'est pour ça qu'il récupère très peu. Et en fait, il y a d'autres groupes qui ont montré la même chose pour le langage, sauf que c'est un autre faisceau qui est touché. Donc, si on veut, maintenant, ça va la différence entre ceux qui récupèrent 70% et ceux qui récupèrent très peu. La raison, c'est que ceux qui récupèrent peu, ils ont une destruction sévère de ce faisceau arcué qui relie les régions langagières entre elles. Donc, si je montre ça de manière un peu simplifiée de nouveau, on a deux groupes de patients, ceux qui ont un AVC qui peut toucher un faisceau, mais il ne détruit pas trop sévèrement. Et chez ces personnes-là, on observe qu'ils ont une activité spontanée, une augmentation spontanée des interactions des régions de l'activité neuronale. Donc, par exemple, ici, cette région-là, elle a spontanément augmenté l'interaction avec le reste du cerveau. Et puis, ces gens-là, ils ont récupéré à peu près 70% de la perte initiale. Mais ceux qui ont une destruction sévère, chez ceux-là, on ne trouve pas d'augmentation de l'interaction cérébrale. Au contraire, il y a moins d'interaction entre les régions cérébrales. Et là, on trouve que ça fait une récupération qui est très mauvaise. Donc, si maintenant on aimerait améliorer quelque chose, c'est là où je voulais venir, il faut d'abord comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut changer. Et maintenant, on a peut-être une idée de qu'est-ce qu'il faut changer. Chez les gens qui ont une récupération proportionnelle, ils ont cette activité de l'augmentation de l'interaction entre les régions cérébrales. Peut-être on arrive à stimuler ça, et si c'est le cas, peut-être ils récupéreront plus. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui ont cette destruction sévère du tractus corticospinal. Peut-être on arriverait d'une manière ou autre à stimuler une plasticité structurelle, donc de faire de sorte que certains faisceaux de ce tractus soient un peu réanimés ou renforcés, de sorte qu'ils récupèrent mieux quand même. D'accord? Donc ça, c'est maintenant la théorie. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à faire ça? Et puis, on a récemment fait quelques études où on a testé deux approches qui étaient chaque fois adaptées à ces deux groupes de patients. Pour ces patients ici, on se dit qu'il faut surtout augmenter ces interactions entre les régions cérébrales. Et on se dit peut-être si on stimule cette région avec cette technique de stimulation par courant électrique, on arriverait à avoir une récupération qui est un petit peu plus que 70%. Et puis, chez ces personnes-là qui ont une atteinte sévère du tractus corticospinal, on s'est dit on peut utiliser peut-être une technique qui s'appelle Brain-Computer Interface pour induire une certaine plasticité de ce tractus corticospinal et avoir une récupération améliorée.
Donc, je vais d'abord revenir à ce principe-là de ce Brain-Computer Interface. Donc, c'est l'interface cerveau-ordinateur. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, c'est essentiellement un nouveau EEG qui est relié à un ordinateur. Mais cette fois, l'ordinateur, il va analyser en temps réel l'activité cérébrale et il va apprendre quels sont les changements dans l'activité cérébrale quand le patient essaie de bouger le bras. D'accord? Donc, c'est un patient qui est plégique, qui n'arrive pas à bouger le bras, mais il essaie. On lui dit essaie de bouger le bras et ça va faire des changements dans l'activité neuronale. L'ordinateur, il le reconnaît et dès qu'il reconnaît ça, il va stimuler les muscles et de sorte que le bras bouge. D'accord? Et puis, donc, c'est les tâches qu'on essaie de le faire aux patients. Donc, il y avait deux tâches. La première, c'était main-bouche. Donc, les gens, ils ont essayé de fléchir le bras pour ramener la main à la bouche. Et l'autre, c'était une tâche d'atteinte. Donc, ils essaient d'aller saisir un objet. D'accord? Et chaque fois, on a placé les électrodes sur le bras de sorte de stimuler ces mouvements. Et puis, avant que vraiment il y ait le mouvement qui est fait, on avait déjà en fait une stimulation un peu moins forte qui faisait des sensations voilà, sur la peau, donc ça faisait des vibrations sur la peau sans que ça bougeait. Et quand les gens ils ont encore mieux réussi à activer cette région, ça a vraiment induit le mouvement. Et l'idée de tout ça, c'est que normalement, vous avez l'intention motrice, mais vu que le tractus corticospinal est sévèrement détruit, ça ne passe pas. Et il n'y a pas de retour sensoriel au cerveau. Et le cerveau, il dit, ah, il n'y a plus rien qui se passe, donc je m'éteins, je ne fais plus rien. D'accord? Et avec cette thérapie, on espérait que maintenant, on renvoie des retours, des afférences au cerveau, de sorte que le cerveau réalise, ah, peut-être ça remarche, et qu'il soit peut-être motivé, entre guillemets, si j'ose le dire un peu de manière simplifiée, à peut-être induire une certaine réparation, une certaine plasticité de ces structures, de ces faisceaux qui sont sévèrement détruits. Donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait, ce n'est pas un patient, ça c'est Anne, c'est elle qui a mené cette étude, avec Maria Puskumic, qui est là aussi dans la salle. Vous voyez que là, il y a l'instruction de bouger, et puis elle a réussi à activer sa région cérébrale, et du coup, ça induit ces stimulations du bras, ce qui peut provoquer ce mouvement d'amener la main vers la bouche. Donc, pour tester ça, on a fait une étude randomisée contrôlée. On a pris des patients avec un accident vasculaire cérébral. Et cette fois, on s'est concentré sur ceux qui ont cette atteinte sévère, ceux qu'on pense qu'ils vont probablement avoir cette récupération non proportionnelle, très pauvre. On les a randomisés, soit dans un groupe expérimental qui a eu cette technique de BCI, plus la stimulation électrique fonctionnelle. Et puis un groupe, il y avait un contrôle. Donc, eux aussi, ils ont eu léger, ils ont aussi eu la stimulation du bras, mais la stimulation du bras n'était pas couplée à l'activation cérébrale. Elle était appliquée de manière, en fait, pas dépendante, sans dépendance à l'activation cérébrale des patients. Et puis les deux groupes, ils ont fait 3 à 4 séances d'entraînement pendant 3 semaines avec cette technique. Et puis le résultat est malheureusement pas celui qu'on voulait. Vous voyez ici en noir ceux qui avaient le groupe contrôle, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas le couplage entre l'activité cérébrale et la stimulation. Et ici, en rouge, ceux qui étaient dans le groupe vrai, et en gris, c'était des gens qui ont commencé l'étude, mais finalement, ils ont dit que non, j'aimerais quand même pas participer parce que c'est trop lourd. Et puis, ils n'avaient pas d'autres thérapies supplémentaires. Et vous voyez que la plupart des gens, ils récupèrent relativement peu. On avait dans le groupe actif quand même 2 à 3 qui récupéraient mieux, mais ce n'était pas statistiquement significatif. Et vous voyez quand même dans le groupe dropout, il y avait 1 qui récupérait. Donc, ça peut arriver aussi de manière spontanée. Et puis, finalement, on a aussi essayé de voir est-ce qu'on arrive vraiment à visualiser un changement au niveau du tractus corticospinal dans l'IRM, et ce n'était pas le cas. Là, vous voyez le changement dans l'intégrité du tractus corticospinal dans les deux groupes, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence non plus entre les deux groupes au niveau de l'intégrité structurelle du tractus corticospinal. Donc, voilà, ça c'était pour la première étude. Pour la deuxième étude, on voulait, comme j'ai dit, améliorer les interactions entre les régions cérébrales avec la stimulation non invasive. Et cette fois, du coup, l'hypothèse, c'est qu'on applique la même stimulation, mais on ne va pas induire une activation locale seulement, on va vraiment induire des changements dans les interactions cérébrales.
Et là, à nouveau, on a pris des patients AVC dans les premières 4 semaines après l'AVC. Et cette fois, on s'est concentré sur les patients avec une atteinte modérée, ceux qu'on pensait qu'ils récupèrent normalement à peu près 70%. On les a randomisés en groupe actif ou un groupe de stimulation sham. Les deux, ils ont eu 3 séances de stimulation par semaine pendant 2 semaines. Et ça, c'est les paramètres de stimulation. Et on a utilisé ce montage-là qui permet vraiment une activation de cette région motrice primaire du côté atteint, donc le cerveau atteint. Et cette fois, oui, on a pu observer une amélioration clinique. Ça, c'est de nouveau ce Fugl-Meyer score que je vous ai donné tout à l'heure, qui est notre outcome primaire. Et on a pu voir qu'il y a une augmentation significative de la récupération immédiatement après, mais surtout 1 mois et 3 mois après l'AVC. Donc, si on prend vraiment les 3 time points ensemble, la différence est significative. Et la différence est encore plus visible dans un autre test qu'on a fait qui mesure plus la dextérité des doigts. Et puis là, on a vu vraiment que c'est surtout là qu'il y a l'effet qui est présent. Et là, on peut même le voir si on regarde chaque time point par soi, il y a des différences même entre ces 2 groupes également. Et comment c'est possible? Comment on a réussi à augmenter la récupération motrice? Ce n'était pas via une augmentation de l'activation locale du cortex moteur. Tout comme chez les sujets sains, on voit que si on active simplement le cortex moteur seul, ça ne suffit pas. Donc ici, il n'y avait pas de différence significative au niveau de l'activation locale, mesurée cette fois-ci par des potentiels moteurs évoqués. Donc on place une bobine à la tête et on mesure l'amplitude de la réponse motrice. Et vous voyez que ni le cortex moteur atteint ni celui de l'autre côté ont eu un changement significatif de l'excitabilité. Mais on a de nouveau vu qu'il y a eu un changement des interactions entre les régions cérébrales. Notamment, c'est le cortex moteur atteint. Il a communiqué moins avec les aires motrices associées du même côté. Donc, on voit ça ici. Donc, ça, c'est le groupe actif. Il y avait moins d'interaction entre cette région-là et cette région-là. Et ça corrélait avec une meilleure récupération. Par contre, ils ont plus collaboré avec la région contre-lésionnelle, avec les aires moteurs associées contre-lésionnelles. On voit ça ici. Et puis ça, c'était nouveau corrélé aussi avec un meilleur apprentissage. Donc, on arrive à induire et influencer la récupération en changeant les interactions entre les régions cérébrales, en influençant le réseau cérébral. Donc, si on revient sur nos concepts de traitement, on a vu qu'avec des techniques actuellement à disposition, il est en effet possible d'améliorer la connectivité fonctionnelle, donc les interactions, et ainsi améliorer la récupération. Par contre, on n'a pas réussi pour le moment à induire cette plasticité structurelle qui serait nécessaire pour ces patients avec une atteinte sévère. Donc, je vous avais proposé un titre qui s'appelle « L'ère de la rééducation des réseaux », une nouvelle ère de la rééducation. C'est peut-être un peu glorieux. Ce n'était pas non plus pour vous dire qu'on est déjà tout prêt. C'est plus dans l'idée que c'est toute une liste de tâches qu'il faudrait qu'on fasse pour vraiment pouvoir avancer dans le futur. Et il faut du coup, dans le futur maintenant, identifier dans un premier temps les interactions neuronales qui sont critiques pour la récupération. Et pour chaque fonction que vous voulez influencer, ça peut être différent. Je vous ai montré 2 exemples pour la motricité et pour le langage. Et peut-être ceux qu'on a influencés déjà, ce n'est pas nécessairement les plus efficaces. Peut-être il y aura d'autres encore plus efficients à influencer. Et après, il faut développer des thérapies qui sont capables d'influencer ces interactions. Donc, il y en a peut-être pour le langage, c'est peut-être ça. Pour la motricité, c'est peut-être ça. Pour une autre tâche, c'est peut-être plus global. Donc, tout ça, il faudrait qu'on comprenne. Et après, il faut avoir des techniques qui nous permettent, comme j'ai dit, la récupération. Et en fait, c'est intéressant de voir que ce n'est pas si nouveau que ça. Parce que la rééducation, elle essaie déjà d'influencer les réseaux cérébraux depuis longtemps. Même déjà, si vous regardez les textes de Carlo Perfetti, c'est un des grands pères de la physiothérapie, il a déjà proposé qu'il faut avoir une stimulation multisensorielle avec sensibilité et motricité à la fois. Et il faut aussi pas seulement entraîner de manière stupide le bras qui bouge, mais il faut entraîner le bras au même temps que l'attention, que les fonctions cognitives. Et si on fait ça, on stimule le cerveau.
d'une manière globale, en tant que réseau, et pas une région cérébrale isolée. Et il y a maintenant les premières études qui montrent, elle vient de sortir, qui montrent si vous faites ça, en effet, vous avez une meilleure récupération. Après, il y a aussi des possibilités techniques pour stimuler davantage le réseau, par exemple la réalité virtuelle, où on arrive à donner un feedback de manière très rapprochée, multisensorielle, visuelle, auditive, tactile, et de manière très intéressante, de manière très ludique, pour de nouveau activer le cerveau en entier. Et là, il y a aussi cette méta-analyse ici par un autre groupe qui montre que si vous faites ça de manière correcte, donc si vous utilisez la thérapie virtuelle de sorte que vous influencez pas seulement une activation locale, mais le réseau cérébral en entier, c'est là que ça va être le plus efficace. Et puis finalement, on peut revenir sur cette technique de stimulation non invasive des réseaux. Il y a beaucoup de méthodes, mais on ne comprend pas encore très bien. Mais finalement, quelle méthode influence quelle interaction? Et quelle méthode est la mieux adaptée pour influencer une certaine interaction qu'on a besoin? Il y a quelques années, Pierre Niccolò a suggéré que peut-être si on utilise cette stimulation magnétique, on influence surtout les interactions entre les hémisphères. D'accord? Donc, si vous voulez influencer les interactions interhémisphériques, c'est probablement la stimulation magnétique qui peut être le plus efficace, mais ça a confirmé. Et si on aimerait plutôt influencer les régions, donc les interactions dans une même hémisphère, comme ce qu'on a fait pour le langage, on a peut-être plutôt la stimulation électrique qui marche bien. Et on a maintenant Léa Hurwitz, qui est doctorante chez moi, qui est en train de faire une étude où elle compare différents types de courants qu'on peut appliquer à travers ces électrodes pour voir laquelle marche le mieux pour influencer le réseau. Et puis, on a aussi une autre technique que je n'ai pas encore mentionnée, mais qui me tient beaucoup à cœur, qui est le neurofeedback, qui est aussi un outil intéressant pour peut-être influencer ce réseau cérébral. Et là, en fait, on donne au patient un feedback en temps réel sur son activité cérébrale et surtout sur les interactions entre les régions cérébrales à ce moment près. Ça peut être un feedback visuel ou ça peut être un feedback auditif. Et le patient, vu qu'il reçoit un feedback, il peut apprendre volontairement, augmenter ses interactions entre les réseaux. Et Anaïs Motta a montré ça il y a quelques années dans des études où elle a pu utiliser cette technique et les gens, ils ont appris à améliorer dans chaque séance le niveau d'interaction entre une région motrice et le reste du cerveau. Et d'une session, la dernière session, ça continue à augmenter au fur et à mesure du temps. Et il y a actuellement Despina Slatkova qui est en train d'appliquer ça et voir si elle arrive à influencer la perception visuelle des patients. Et donc ça, c'est toutes ces techniques pour influencer les interactions fonctionnelles entre les régions cérébrales. Mais le grand défi, il reste, c'est ce grand défi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients qui ont une atteinte sévère des faisceaux structurels pour lesquels actuellement aucune thérapie a été démontrée comme efficace. Donc, c'est des gens qui ont malheureusement une atteinte sévère, qui récupèrent très peu. Et on n'a aucune technique démontrée comme efficace pour améliorer la récupération. C'est encore un long chemin. On a essayé une première étude qui n'a pas encore été, efficace, mais peut-être si on fait plus long, plus intensif, si on combine avec des approches pharmacologiques, si on combine avec d'autres techniques de stimulation, on arrivera dans le futur. On l'espère pour nos patients. Et avec ça, j'arrive à la fin et j'aimerais surtout remercier beaucoup de personnes, en premier lieu à ma famille qui est là aujourd'hui, mes deux garçons et mes parents. Et merci pour tout, pour votre soutien au fur et à mesure de toutes ces années. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Et j'aimerais aussi remercier à vos amis. Je vois de nombreux amis qui sont là, donc merci de tout cœur d'être venus. Après, j'aimerais remercier mes collaborateurs, collaboratrices et mes collègues, soit de mon service qui est maintenant distribué sur différents sites dans la ville, mais aussi des autres services, donc du département de rééducation et de gériatrie, du centre d'activité physique à Beau Séjour. J'aimerais remercier aussi la direction de la faculté. Merci encore une fois pour votre présence et pour votre soutien. Et bien sûr aussi le département de neurosciences cliniques avec lequel on a de très bons échanges, de très bonnes interactions. Et puis, j'aimerais aussi remercier surtout à toutes ces personnes qui ont fait ces études que j'ai pu montrer aujourd'hui. Je vous mentionne déjà plusieurs, Maria, Anne, Anaïs, Camille et plein d'autres. Donc, merci à ceux-là, aussi à Berne qui ont contribué à ces études et aux collaborateurs externes.
Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Guggisberg, pour cette magnifique démonstration de la complémentarité finalement entre la recherche fondamentale, la recherche clinique, le fait que parfois les résultats sont négatifs, mais que ça permet d'apprendre des choses importantes. Merci aussi de nous montrer tout ce qui va être nécessaire de continuer d'apprendre pour arriver à véritablement utiliser ces technologies et ces méthodes pour optimiser la rééducation de ces patients. Je pense que ça ouvre plein de potentiel et je crois que c'est absolument passionnant. Alors, on a quelques minutes avant de passer à la partie plus festive de ce moment de leçon inaugurale. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires brûlants? Merci beaucoup. Par rapport à votre recherche sur le BRCI, est-ce que c'est une insuffisance de différence significative parce qu'il n'y a pas assez de patients? Est-ce que c'est un problème de puissance? Est-ce que c'est un problème de durée? Ou est-ce que finalement, c'est parce que ces patients, ils ont des attentes beaucoup trop sévères? Je sais que la différence a été montrée avec moins de patients sur la seconde étude, mais du coup, je me demandais... Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a probablement des vérités un peu multiples. En effet, je pense qu'on n'a pas une puissance très haute pour montrer des petits changements. Et vous avez vu, il y a quand même 2-3 patients, on a l'impression qu'ils ont potentiellement profité. Mais c'était, en fait, si on regarde dans les détails, c'était les patients qui avaient l'atteinte du tractus corticospinal un peu moins sévère au départ. Donc, c'est possible que ça marche, mais plus pour les patients qui ont une atteinte un peu moins sévère. Et en effet, il y a d'autres études, je n'ai pas montré aujourd'hui, mais on a fait ça aussi avec des patients un peu moins sévères. Et là, la technique, elle marche bien. Et c'est bien démontré dans la littérature avec plusieurs études randomisées contrôlées. Mais dès que le dégât est trop sévère, on pense que ça ne marche plus. Et c'est difficile à savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est simplement impossible ou est-ce qu'il faudra combiner avec d'autres techniques pour vraiment davantage encore induire cette plasticité structurelle, c'est encore pas clair. Merci Adrian pour ta présentation et puis merci aussi pour toute la collaboration et l'amitié qu'on a réussi à développer ensemble depuis ton retour. Comme tu le sais, la population dont je m'occupe est celle que tu t'occupes aussi en partie. Il y a 2 prédicteurs en fait de l'évolution. Un, c'est la fonctionnalité à l'arrivée, puis 2, c'est les troubles cognitifs. Est-ce que tu penses que dans une population avec troubles cognitifs, ce genre de technique a sa place? Et puis, est-ce que tu en as inclus ou est-ce que tu comptes en inclure? Oui, merci pour la question. Pour des raisons de temps, je me suis concentré vraiment un peu sur la motricité et le langage, mais c'est vrai que j'ai oublié de dire, le même principe s'applique aussi aux fonctions cognitives, mais peut-être encore davantage. D'ailleurs, fonctions affectives, etc. Donc, je pense que c'est un principe transférable aux différentes fonctions cérébrales. Et puis, en effet, on essaye d'influencer également la cognition avec Radek Tak, qui fait des études à ce sujet. Et puis, notamment, si on parle de la réalité virtuelle, on a de plus en plus d'évidence que si on arrive à stimuler cognition et motricité de manière combinée, on arrive à pas seulement améliorer la motricité, mais également la cognition, ce qui était toujours compliqué. Donc, je pense aussi que c'est également valable pour les autres fonctions cognitives. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question un peu plus neurophysiologique par rapport au timing ou disons aux fenêtres cérébrales qui seraient les plus propices pour appliquer les techniques de modulation. Disons, est-ce qu'on sait ou est-ce que tu as déjà étudié si y a plus d'effets si on fait avant la physio, après la physio, pendant le repos, pendant le sommeil? Est-ce que si c'est des techniques qui ne sont pas continues comme la TDCS, mais plutôt comme la TMS, est-ce que c'est utile d'utiliser ça en phase avec certains cycles d'activité cérébrale? Est-ce que tu peux nous commenter ça? Ouais, c'est une bonne question. Donc, l'apprentissage, il a différentes phases. Je n'ai pas eu le temps de vraiment aller en détail de ça, mais il y a une phase d'apprentissage qu'on appelle online, avec certains processus cérébrales, et surtout ceux-là que j'ai mentionnés aujourd'hui. Mais après l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle une phase de consolidation. Il y a toujours une activité cérébrale qui permet du coup de stocker et garder à long terme ce qu'on vient d'apprendre. Et cette phase de consolidation dépend beaucoup de sommeil. Donc, je pense qu'on arrive à moduler différentes phases de l'apprentissage, mais il faut comprendre quels sont les processus neuronaux associés. Donc, si on stimule juste comme ça, on ne sait pas ce qu'on fait, souvent ça ne marche pas vraiment bien. Donc, il faut d'abord comprendre quels sont les processus neuronaux qu'on veut influencer, et ce n'est pas les mêmes. Si vous voulez influencer le
l'apprentissage online, donc ce qui se passe pendant l'entraînement, ce n'est pas les mêmes processus neuronaux que ceux qui sont impliqués dans la consolidation pendant le sommeil. Mais en théorie, les deux peuvent être influencés. Voilà, je vous propose qu'on termine ici cette discussion parce que voilà, il y a maintenant aussi l'apéritif dînatoire qui nous attend. Merci pour cette magnifique leçon inaugurale. Merci pour toutes les perspectives que tu as ouvertes pour la recherche dans le domaine. Et puis, je propose qu'on t'applaudisse encore une fois et te remercie pour cette... Merci à vous.